Bonjour, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Hello, ouais, je t'entends, nickel. On va, on va attendre quelques instants que tout le monde nous rejoigne. Je Ouais, vois qu'il y a ok, je déjà me suis. On m'a Paul dit qui est là. 19h, mais Ouais, 19h, ce sera 19h, 19h04. ouais, ouais, y a pas de souci. Quelques présents. Bonsoir tout le Ouais, monde. bah, déjà, ouais, ouais, exactement. Bonsoir à tous. Ça se connecte. Bon, bah écoute, je pense que ça va, ça va se mettre en route tranquillement. Ouais, si tu veux qu'on commence peut-être par se présenter, toi et moi. Ouais, 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 nickel. Bah, premier live du coup pour cette série. Donc on a pensé autour des piliers de la performance, donc l'entraînement, la nutrition, la récupération et la préparation mentale. Euh, En tant que pratiquant, il y a pas mal de questions qui ont pu émerger. Comment on va construire un plan d'entraînement? Quelle est la compatibilité entre le plan d'entraînement, la vie pro, perso, bref, réussir à tout entremêler, les indicateurs à suivre, entraînement croisé, etc. Euh, et du coup, Cyril, j'ai fait appel à toi pour répondre à tout ça. Euh, Comment tu vas? Merci d'être là aujourd'hui. Ouais, bah, salut Léo. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi comme personne pouvant à peu près répondre à toutes ces questions. Ça va nickel, ça va nickel. Et ouais, j'ai hâte d'attaquer ce petit cycle de webinaire qu'on a toi et moi, parce qu'on s'est quand même mis sur 3 soirées pour clôturer décembre, donc ça va être bien sympa. Yes, du coup, présente-nous un peu ton parcours, ce que tu fais, qui tu es. Je connaisse peut-être sous le nom de Courir mieux plutôt que Cyril. Que Cyril Forestier. Et ben voilà, du coup, Cyril Forestier, je suis chercheur en sciences du sport à la base. Donc, moi, j'ai fait un doctorat en sciences du sport. J'ai fait une formation en sciences du sport également à la frontière entre plusieurs parcours. J'ai un peu touché à tout quand j'étais en fac de sport, à de la réadaptation pour des personnes handicapées, à de l'entraînement sportif, après de la recherche. J'ai fait un doctorat plutôt en psychologie de l'exercice. Et après, j'ai été chercheur à temps plein jusqu'à arrêter ça. C'était pas une voie professionnelle qui me plaisait. Donc j'ai arrêté la recherche universitaire et je me suis lancé dans ce que je fais aujourd'hui, à savoir je vais faire de la scientifique, de la vulgarisation scientifique pour l'entraînement en endurance et plus particulièrement pour le trail. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que en fait, quand j'ai commencé le trail, moi, j'ai cherché des infos sur Internet, comment m'entraîner, etc. Et quand j'en parlais à mes collègues qui étaient plutôt physio ou quoi, ils me disaient c'est n'importe quoi, ce que tu viens de me dire, c'est pas du tout ça, regarde cet article, cet article, cet article. Je disais, ok, donc du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de plutôt partir des articles et proposer aux gens des contenus qui découlent de la science pour mieux s'entraîner, mieux récupérer, mieux s'alimenter, etc. Donc voilà où j'en suis, et du coup, j'ai créé Courir Mieux, qui est un podcast, un Instagram, un site web, etc. Ouais, donc toutes les réponses que tu vas pouvoir nous apporter ce soir sont basées sur des articles que tu as pu lire et que derrière tu viens confronter au terrain, à ta réalité, parce que tu es pratiquant et à côté tu entraînes aussi quelques athlètes. Ouais, c'est ça. Alors, je suis pratiquant de trail à un niveau modeste, mais je suis pratiquant de trail et j'aime bien les formats longs pour l'instant. Et j'entraîne aussi, j'ai 8 athlètes que j'entraîne de un peu tous les niveaux. Des personnes qui performent très bien, qu'on fait par exemple 60e au Templier. Et des personnes qui performent moins bien, mais qui s'entraînent toujours aussi sérieusement. Et donc, j'aime bien dire, c'est prouvé par la science, mais nuancé par le terrain. Et je pense que ça résume un peu mon approche aujourd'hui. Ok, très bien. Bah écoute, c'est cool et je pense que voilà, on en a déjà parlé ensemble, on a pas mal de points communs entre les endurants et la même lignée, puisque du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les endurants, donc je suis Léo, j'ai fondé l'agence de voyage Les Endurants cette année. Et du coup, on est spécialisé dans les séjours dédiés aux passionnés de sport d'endurance, donc vélo, course à pied, triathlon, du trail évidemment. Et en fait, les séjours sont thématiques. On traite une thématique et on permet aux passionnés de plonger dans leur pratique, dans leur discipline, d'explorer cette thématique. Ça peut être l'entraînement, la nutrition, la prépa mentale, pas mal d'autres choses. Et c'est vraiment l'idée de proposer des choses accessibles à tous les niveaux, donc aussi bien aux experts qu'aux personnes qui découvrent et qui ont envie de progresser et surtout de kiffer, de passer du bon temps dans la nature à pratiquer du sport. Voilà. Bon, je Et on a un propose stage ensemble prévu. Et pardon. on a un stage ensemble prévu. C'est ça que t'as pas dit. Ouais, c'est ça. Au mois de mai, trail et nutrition Ouais. dans le sport. On vous partagera tout ça
juste après, mais voilà, c'est des projets qu'on a ensemble. C'est parti pour les questions d'entraînement, si tu veux. Eh ben, vas-y, je t'écoute. Alors, n'hésitez pas à poser des questions aussi dans le live, les commentaires juste en dessous. On y répondra soit au fil de l'eau si on voit qu'elles peuvent être traitées en même temps que les réponses de Cyril, ou alors on a prévu quelques minutes à la fin pour en parler directement. Donc moi, bah, pour commencer ces questions, je suis pratiquant. Je suis dans un club d'athlètes, donc finalement, sur tout ce qui est entraînement, je ne me pose pas trop de questions parce que j'ai un coach qui me fournit un plan. Mais c'est vrai que là, je sors d'une prépa marathon et je me suis demandé bah, comment est-ce que je pouvais être un peu plus actif dans la compréhension de ce plan, dans l'adaptation que je pouvais y apporter. Et puis, il y a certaines personnes qui, tout simplement, n'ont pas envie d'être dans un club, qui souhaitent aussi pratiquer bah, leur sport tout simplement de leur côté parce que on a la chance de pratiquer des disciplines qui offrent cette chance-là et l'autonomie est tout à fait faisable. Alors, du coup, dis-nous, Cyril, comment est-ce qu'on construit un plan d'entraînement en sport d'endurance? C'est quoi les grands principes? Alors, ça, ça va être compliqué de Ouais. répondre comme ça, mais je vais essayer de décortiquer un peu. Déjà, il faut savoir qu'il y a un truc que tu as dit que je trouve intéressant, c'était une étude américaine, 87% des coureurs, par exemple des pratiquants de trail, s'entraînent tout seuls. Donc en fait, c'est vraiment la majorité des gens qui s'entraînent seuls et qui se posent les mêmes questions que celles que tu te poses là de suite. C'est vraiment une majorité de gens qui s'entraînent tout seuls. Pour moi, quand on cherche à construire un plan d'entraînement, il y a plusieurs approches possibles, mais peut-être qu'une des plus simples, ce serait de partir d'un fonctionnement en rétro-planning depuis un objectif qu'on a envie d'atteindre. Alors, l'objectif, il peut y en avoir plein, hein. Ça peut être, c'est pas forcément un dossard. Évidemment, c'est l'objectif le plus facile. Partir d'un dossard, c'est-à-dire, bah, je sais pas, j'ai tel marathon, par exemple, où j'ai la Saint-Élion. C'était ce week-end, j'ai prévu de faire la Saint-Élion, donc on enregistre juste après. Bah, de là, comment je me prépare à cet objectif, sur combien de mois, et après je rentre dans le détail de ça, mais combien de mois je peux me préparer. Ça peut être un off, je sais pas, j'ai décidé de faire le tour du Mont Blanc en 4 jours en randonnée ou en 2 jours en trail. Ça peut être un objectif de test, par exemple, je sais pas, à telle date, j'ai envie de me tester, de me retester, par exemple, je sais pas, ma VMA, et ben c'est l'objectif. Et du coup, pour moi, ça va être le point de départ, en fait, de se dire, bah, c'est quoi l'objectif? Et à partir de là, moi, alors, tout le monde n'est pas d'accord. Moi, j'ai une façon de faire, mais il y a d'autres personnes qui construisent des cycles, les préparations différemment. Moi, j'aime bien ce qu'on appelle l'approche par cycle. Donc, c'est découper le temps que j'ai disponible en cycles, qui sont des macrocycles, puis des mésocycles, puis, si on veut, des mésocycles. Donc, si je donne un exemple, par exemple, imaginons je suis à 6 mois de la Saint-Élion, je reprends cet exemple. Je suis à 6 mois de la Saint-Élion. Moi, je me pose la question, en tant qu'entraîneur ou en tant qu'athlète, je me pose la question de quelle qualité je vais avoir besoin sur la Saint-Élion. Bon, alors, ça court beaucoup. Ok. Il va falloir que je cours un peu vite. Ok. Il va falloir que je sois un peu endurant musculairement. Ok. Admettons, j'ai trois qualités que je veux développer. Et ben, à partir de là, quel cycle je peux faire? Quand je travaille un cycle, par exemple, ça peut être un cycle VMA. Ça veut dire que pendant ce cycle, donc la VMA, j'en ai besoin, admettons, sur la course. Peut-être que vous en aurez pas besoin, peut-être que vous en avez besoin. La VMA sur la course, ok, combien de temps je peux dédier au travail de la VMA? Admettons, je peux y dédier 12 semaines, parce que si j'y dédie 2 semaines, ça ne sert pas à grand-chose. Je peux y dédier 12 semaines. Ok. Pendant ces 12 semaines, qu'est-ce que je fais? Et du coup, l'approche par cycle, elle permet de diviser les choses entre qu'est-ce qui est dominant, donc qu'est-ce que je travaille le plus pendant ce cycle. Par exemple, la VMA, je peux avoir 2 à 3, pourquoi pas 4, selon mon niveau et mon temps de récupération dispo. Il y a des athlètes qui montent à 5 séances de VMA par semaine, donc c'est vraiment le temps disponible, on reviendra dessus par la suite, qui va déterminer. Mais admettons, dans ma semaine, ça veut dire qu'en dominante, j'ai la VMA, ok. Et moi, j'aime pas trop mettre plusieurs dominantes en même temps, mais on peut imaginer que pour des sportifs d'endurance, on peut au moins mettre tout le reste avec pas mal d'endurance et de base aérobie. Ok, donc ça fait déjà deux choses, deux curseurs qui sont un petit peu poussés. Donc ça, c'est la base de ma réflexion. Dans ce cycle, d'abord, qu'est-ce que je développe? C'est quoi la dominante de mon cycle? Ok, je la développe. Et c'est à la limite, est-ce que je peux en avoir une deuxième? Ok. Et les autres curseurs, je les baisse. Mais je les baisse pas à zéro. Je les baisse pour maintenir. Par exemple, si je fais de la muscu ou du renfort, eh ben, ou par exemple, je sais pas, du seuil, imaginons, je suis quelqu'un qui aime bien bosser le seuil, eh ben, je tombe pas à zéro
de ces pratiques-là, mais juste je les baisse. C'est-à-dire que au lieu de les avoir 2 ou 3 fois par semaine, bah, je passe à une seule fois pour maintenir ces qualités. Parce que si je passe à zéro et que je fais par exemple 12 semaines sans faire une seule séance de renfo, ben, mes performances en renfo, elles vont complètement chuter. Donc l'approche par cycle, c'est ça, c'est choisir des dominantes, choisir des mineurs, des qualités dominantes, des qualités mineures, et à partir de là, qu'est-ce que je bosse le plus et qu'est-ce que je diminue, mais je maintiens quand même pour le faire. Et à partir de là, j'essaie de construire un cycle, 2 cycles, 3 cycles, jusqu'à une échéance. D'accord. Ok. Donc en fait, on va dire que ton objectif, c'est le macrocycle. Finalement, c'est la chose la plus principale. Et puis dedans, tu viens y intégrer tes différents méso et microcycles. En fait, l'objectif, c'est ce que je vais faire à la fin des macrocycles. Il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 3, peu importe. Par exemple, un athlète que j'ai entraîné pour la CCC, si je prends cet exemple, il y a eu un cycle puissance et un cycle puissance aérobie, donc du travail en côte, de la haute intensité en côte, en courant ou en marchant vite avec les bâtons, et un cycle force, force maximale. Et du coup, bah, on avait ces 2 gros macrocycles en préparation de la CCC, avec en filigrane bah, des sorties longues, des week-end shocks pour le trail. Alors dans le cadre de l'endurance, par exemple cyclisme, etc., ça s'applique pas. Encore que, ça se trouve, ils le font. Des gros week-ends ou des stages ou des choses comme ça. Donc voilà, du coup, tu construis plusieurs macrocycles et la raison pour laquelle tu t'approches ça en mésocycle, c'est parce que très souvent, alors encore une fois, il y a des gens qui le font pas, mais moi je pense que c'est quand même vecteur de blessure si tu le fais pas ou de surmenage ou quoi. Euh, le- ah, L'approche par mésocycle, c'est la plus classique pour avoir des phases d'assimilation. En D'accord. fait, tu travailles la plupart du temps, tu as plein de gens qui bossent en 3 semaines de montée en charge, une semaine de décharge. Voilà. Alors, tu peux changer, hein, tu peux faire 2 semaines, une semaine, tu peux faire 5 semaines, une semaine, 6 semaines, une semaine, c'est possible. Donc le mésocycle, il peut changer, ça veut dire que ton mésocycle, il peut d'un seul coup devenir un mois et demi. Mais en gros, c'est une sous-dominante. Par exemple, si je reprends mon exemple de la VMA, donc je suis dans un macro-cycle où je travaille la VMA, et je peux dire que je fais un premier mésocycle où je vais travailler la VMA avec des fractions courtes, par exemple. Donc je vais faire des 30-30, des 45, des trucs comme ça. Et puis après, il se termine. Et puis après, je travaille toujours cette qualité, mais je décide de changer de durée de fractionnée. Je vais travailler des 1 ou 2 minutes. Ça fait un autre mésocycle, etc., etc. Ok. Voilà. Ok. Donc c'est comme ça que tu le construis et toujours en gardant en tête un point que j'ai pas dit, mais enfin que j'ai dit en filigrane, pour moi l'importance des semaines d'assimilation. C'est-à-dire que pour moi, si tu prends pas en compte que des fois tu as besoin de vraiment baisser les curseurs comme un mini affûtage, baisser les curseurs pour laisser un peu le temps aux qualités de s'assimiler, de recharger un peu le plein de batterie et repartir, ça je pense que c'est pas une très bonne idée. Ok. Parce que du coup, alors tu parles euh, du nombre de séances et en fait, d'adapter le nombre de séances sur la qualité recherchée au nombre de séances qu'on va faire sur la semaine. Euh, c'est bon aussi de la vie perso, de la vie pro, etc. Peut-être qu'il faut réfléchir aussi en termes de pourcentage Ouais. et se dire je fais pas 70% de mes séances qui sont concentrées sur cette qualité-là. C'est peut-être une manière un peu plus raisonnable et générique de réfléchir et d'en parler plutôt que de se dire il faut absolument que je fasse 5 séances si on peut en faire que 3. Mais du coup ouais, aussi l'ajustement entre ces semaines on va dire d'intensité et ces semaines d'assimilation, euh, quel est on va dire le pourcentage de réduction que tu recommandes d'appliquer? Ouais. Alors évidemment, et c'est le moment de le dire, je pourrais le dire à chaque fois que je réponds, donc pour pas le dire à chaque fois que je réponds, je vais le dire une seule fois. Tout ce que je dis, c'est individualisé. Donc déjà, ça c'est évidemment la base. Je l'ai pas dit au préalable, mais je le dis dès maintenant. Euh, il faut individualiser l'espèce de règle générale qu'on retrouve, c'est à environ 50%. Tu baisses 50 à 50, la semaine d'assimilation, elle est à 50% de ta dernière semaine de montée en charge. Tu baisses ça à 50%. En plus, c'est assez facile à faire 50%. Et autour de cette grande règle, tu peux adapter. Par exemple, si ta dernière montée en charge, elle n'a pas été si chargée, tu peux baisser qu'à 40%. Si elle a été très chargée, tu peux baisser à 60%. Mais en gros, les grandes tendances, c'est autour de 50% de ta semaine la plus chargée pour assimiler. D'accord. Et tu as complètement raison de soulever ce que tu dis en termes de pourcentage, puisque par exemple, j'ai des athlètes que j'entraîne. Par exemple, si on fait du renfort, on n'a pas forcément le temps dans la semaine, vu le nombre de séances qu'ils ont disponibles. On n'a pas forcément le temps de faire une séance
muscu un jour et après une autre séance course à pied, on est obligé de diviser la séance. Donc c'est une séance qui va durer 1 heure, dans laquelle il y a une demi-heure de renfort, puis une demi-heure de course à pied. Parce qu'on ne réfléchit pas en nombre de séances, mais en durée disponible sur la semaine. L'athlète, il a, je sais pas, 3 fois 1 heure et une fois 3 heures. Et bah du coup, je sais que j'ai 1 heure avec lui, enfin que lui, il a 1 heure dispo pour le planning. Et bah, je dois me dire, ok, comment je m'arrange? Et bah, du coup, il faut que je trouve des astuces, comme par exemple réfléchir en pourcentage de séances. Ça. Donc tes plans sont toujours pensés finalement à la vie perso et la vie pro d'abord, et puis la vie sportive ensuite qui vient se caler dans les emplois du temps et dans les horaires chez les athlètes que tu suis. Ouais, alors là, tu soulèves un point qui pour moi est crucial et je me bats pour que les gens gardent ça en tête, donc je saute sur l'occasion pour le dire. Il y a plein de gens qui se concentrent dans leur construction d'un plan d'entraînement. Il y a plein de gens qui se concentrent sur leur volume d'entraînement. Vraiment plein. J'en reçois plein de questions là-dessus, même pour les ultras, même pour les trails courts. C'est quoi le volume que je dois faire pour préparer l'UTMB? Et ma réponse, c'est toujours la même. C'est quoi le temps disponible que tu as pour l'entraînement sans exploser? C'est-à-dire pour garder un équilibre perso, un équilibre familial et un équilibre sportif. Et pour moi, le volume, il va pas du tout dépendre. Déjà, il dépend pas du tout de la compétition que tu prépares. Sinon, je sais pas, les coureurs de 100 mètres, ils s'entraîneraient 80 mètres par semaine. Les coureurs de 10 kilomètres, ils feraient, je sais pas, 10 kilomètres maximum par semaine. Donc, il faut vraiment pas du tout réfléchir en termes de volume d'entraînement par rapport à la compétition que tu prépares. À la limite, pour les trailers, le cas spécifique du trail ou du marathon, peut-être sur une ou deux sorties, aller chercher un kilométrage spécifique, oui, mais on parle bien de séances spécifiques, pas de manière générale. Et pour moi, du coup, le volume, il va dépendre du coup de le nombre d'entraînements que tu fais, et l'adaptation de ton entraînement que tu fais. Elle va dépendre de deux choses. Un, l'équilibre de ta vie. À quel point ton job est demandant, est-ce qu'il est physique, est-ce que tu t'y reposes vraiment, est-ce que c'est stressant ou pas, de ta vie personnelle qui y a autour. En fait, tout ça, c'est des caractéristiques du grand chapeau qui, pour moi, détermine le volume, c'est la récupération. C'est-à-dire que pour moi, tu peux pas réfléchir le volume d'entraînement sans réfléchir à la récupération. Ça sert à rien, en fait, de mettre des séances si t'as pas le temps de les assimiler correctement. Et donc, par exemple, avec un boulot demandant, t'assimiles moins bien. Avec une famille un peu stressante ou un moment de la famille ou un moment professionnel qui est stressant, bah, t'assimiles pas bien. Donc, pour moi, le curseur numéro un qui détermine le volume que je mets à un athlète, c'est à quel point est-ce qu'il peut en récupérer des séances que je lui propose. Ouais, c'est ça. Et puis bon, on en parlera dans le live dédié à la récup dans 15 jours. Et Mais d'ailleurs, bien sûr. je suis désolé, je saute sur l'occasion, j'y pense, mais je donnais l'exemple de la Saint-Élion, qui avait lieu là il y a 2 jours. C'est Thomas Cardin qui l'a gagné. Je l'ai interviewé en août. Et lui, il disait, quand je suis passé semi-pro, donc j'ai eu un moment de mon travail qui a été dégagé pour l'entraînement. Donc il a diminué, je crois, de 30% son temps de travail. Il dit, la première chose qui a changé, c'est le temps que j'ai passé à récupérer. Mon volume d'entraînement, il n'a pas tant augmenté que ça. C'est juste que maintenant, quand je récupérais, bah, je m'allongeais, je lisais, je me faisais à manger, je récupérais pour de vrai. Alors, ok, il y a une ou deux sorties qui sont rajoutées, peut-être, mais il dit, la première chose qui a bougé, c'est la récup. Donc, bah, désolé, je t'ai coupé. Non, non, pas de souci, mais ouais, je comprends. Enfin, ça me paraît tout à fait logique aussi, parce qu'en fait, les mecs sont déjà, tu vois, quand tu passes déjà semi-pro, tu as déjà un niveau qui est hyper élevé. Ils s'entraînaient déjà 5-6 fois par semaine. Il était déjà, je pense, au taquet en termes de volume d'entraînement. Donc, bah, renforcer, ça aurait forcément conduit à du surentraînement. Donc, derrière, bah, tu bouges d'autres variables, des gains marginaux, des choses comme ça à droite, à gauche, et puis la récup, évidemment, qui est essentielle. Mais ouais, vraiment, ce que je voulais dire avant que tu reprennes la main sur Thomas Cardin, euh, c'est que bah, la récup, si elle n'est pas faite, euh, c'est le surentraînement, c'est la blessure. Et en fait, tout l'entraînement qui a été effectué, ça a beau être le meilleur, les séances elles passent, mais au bout d'un moment elles passent plus, et derrière c'est contre-productif. Euh, on n'arrive plus à assimiler ce qu'on fait, et ça sert à rien, quoi. Ouais. Donc vraiment, son plan d'entraînement, c'est capital. Alors, tu trouveras des exemples, hein, parce que souvent, on regarde un peu ce que les élites font ou ce que d'autres font. Tu trouveras des exemples de mecs qui font jamais de semaine d'assimilation, de mecs qui font jamais de décharge, de mecs qui récupèrent quasiment pas,
Deux personnes qui ont des plannings d'entraînement qui sont gigantesques, qui travaillent à mort, qui se lèvent à... Je prends l'exemple de Yannick Noël, je pense à lui. Tu vois, cette année, il a eu des performances stratosphériques en trail. Il est boulanger à côté, il se lève super tôt, il a une charge d'entraînement qui est énorme, etc. Et cette année, il a tout cassé en trail. Il a fait des super perfs. Tu trouveras des exemples comme ça, mais c'est des ovnis. Faut garder en tête que c'est des ovnis et que en moyenne, la plupart des gens, ça passera pas. Et il vaut mieux commencer un peu plus bas, se dire, je récupère vraiment bien. En fait, j'ai peut-être des capacités de récupération surnaturelles, au-dessus de la moyenne, c'est possible. Et ben, je suis trop bas, je monte un petit peu les curseurs progressivement, mais vraiment progressivement, et je vois si je tolère de plus en plus de charges. Plutôt que de se dire, Jean-Michel, je l'ai vu faire ça sur Instagram, moi aussi je veux faire ça, je pousse tous les curseurs et exploser. Je Ouais, pense que la logique, il vaut plus partir du bas et remonter un peu que partir de trop haut et merde, j'ai explosé. ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah, ça rejoint ce que tu disais au début, que en fait, chaque conseil que tu vas donner aujourd'hui est aussi individualisé, à considérer en fonction de plein de choses, de son passé sportif, voilà, ce qu'on a pu vivre, faire, des faiblesses qu'on peut avoir aussi, parce qu'on peut se blesser régulièrement à tel endroit ou tel endroit. Enfin bref, il y a plein de variables à considérer. L'âge, c'est une dans l'entraînement. Ouais, alors juste, je complète ta réponse et je te réponds en même temps. Ce que je voulais dire, c'était qu'il y a... Attends, j'ai perdu mon argument, je suis complètement paumé. Oui, sur l'individualisation. Ce que je dis, par exemple, ce qui vient des études, par exemple scientifiques, c'est fait sur des moyennes, d'échantillons représentatifs, donc il faut les individualiser, évidemment. Faut pas oublier qu'il faut faire ça exactement pareil avec les pratiques de personnes qu'on veut voir, qu'on veut copier, etc. D'autant que souvent des personnes qu'on veut copier, c'est un individu, alors qu'une étude c'est une moyenne. Donc j'ai presque envie de dire, qu'il faut encore plus individualiser quand on veut copier un athlète que quand on veut, que quand on prend une étude, parce que c'est déjà une moyenne. Je pense à l'entraînement, je sais pas, l'entraînement norvégien là, qui était méga à la mode, ça qui vient d'un athlète. Bref, c'était la petite parenthèse. L'âge, je le prends en considération quand je planifie l'entraînement, oui. À la louche, oui. Tu sais, quand je te disais, je pars d'un peu plus bas ou d'un peu plus haut en termes de ce que j'applique à un athlète, par défaut, j'applique un peu plus de charge à un jeune, à quelqu'un qui était sportif avant, etc., en partant du principe que potentiellement il a plus de capacité de récup, et j'en applique par défaut à la base un petit peu moins à un athlète un peu plus âgé. Mais ça, c'est vraiment juste au début de la prise en charge et de l'entraînement. Et du coup, maintenant, j'ai mon athlète le plus âgé, et il a une charge d'entraînement plus élevée que mon athlète le plus jeune. Parce que en fait, les capacités physiques de cet athlète plus âgé, elles sont très bonnes. Et malgré l'âge, bah, en fait, et celui du jeune, il est vraiment débutant. Et donc, en fait, donc, mais par défaut, tu as quand même des différences dans les processus de récupération. Tu es quand même un peu meilleur quand tu es plus jeune que quand tu es plus vieux. Donc, par défaut, je recommanderais de pas hésiter à légèrement baisser le curseur si tu es un peu plus âgé. Ok, très bien. Je passe sur un autre sujet mais que j'avais noté, moi, qui me concerne, qui est l'entraînement croisé. Ouais. Euh, je cours, je le disais au début du live, au printemps et l'été, j'ai aussi tendance à pas mal rouler à vélo. Et en fait, je sens que ça me fait du bien. Enfin, j'ai vraiment, alors c'est peut-être perso et voilà, mais j'ai vraiment la sensation que ça me fait du bien. Tu vois, je suis plus à l'aise musculairement, je sens que je souffre moins à pied sur des sorties un peu plus longues. Euh, j'ai aussi vu que, par exemple, bah, Mathieu Blanchard avait fait du ski de rando cet hiver pas mal, qu'il a quand même performé cette année. Il y a plein d'exemples comme ça. Est-ce que l'entraînement croisé, c'est scientifiquement prouvé que ça aide finalement le, le sportif d'endurance dans sa globalité? Alors, je pense qu'en termes d'athlètes qui font de l'entraînement croisé et qui performent, je pense que tu peux en trouver une louche. Tu regardes Germain, Jim Walmsley en trail, enfin tous les sportifs qui ont vraiment fait des grosses perfs cette année. Euh, bon, Mathieu, il a gagné la Diag, hein, mais tu regardes plein d'autres, ils font quasiment tous du croisé, quoi. Euh, En fait, il n'y a pas énormément de littérature sur l'entraînement croisé. C'est pas la pratique qui a le plus de littérature. Il y en a un petit peu. D'autre part, il y a d'autres preuves du terrain. Bon, déjà, il y a des preuves de terrain qui montrent que l'entraînement croisé, c'est cool. Je reprends les exemples que je viens de donner dans le trail, c'est un bon exemple, mais tu prends par exemple les triathlètes, c'est une preuve, les triathlètes, c'est la preuve pour moi par définition que l'entraînement croisé, ça permet de performer
en sport d'endurance, parce que tu prends un triathlète, tu lui demandes de faire un meilleur temps sur marathon, je pense qu'on va tous rigoler. Enfin, tu vois les temps qu'ils envoient, quand ils n'ont pas fait vélo et natation avant, il n'y a aucun souci pour faire un marathon. Donc c'est bien la preuve, je pense qu'une approche croisée de l'entraînement, ça fonctionne. Et que c'est pas que l'entraînement à pied qui a fait du bien. En fait, juste pour moi, du coup, je pense que l'entraînement croisé, il est sous-estimé dans certains sports. Par exemple, dans le semi-marathon, dans le marathon, dans les 10 km, etc. Je pense qu'il est sous-estimé, mais qu'il nous vient d'autres pratiques, comme par exemple le triathlon et le trail, et que c'est là où on en voit le plus de bénéfices. Mais je pense que ça va changer, et je pense que petit à petit, on va voir de plus en plus d'entraînement croisé un petit peu dans tous les sports. Donc ça, c'est la première chose. D'autre part, il faut aussi définir ce qu'on entend par croisé. Parce que si on considère que l'entraînement croisé, le croisement, c'est n'importe quel. Alors, je reviens sur un autre truc après. Le croisement, c'est n'importe quel sport autre que celui dans lequel on veut performer. Bah, en fait, déjà, faire de la muscu, c'est un entraînement croisé. Et là, la muscu, on est très clair, la littérature est très claire. La muscu et surtout les charges lourdes, le travail de force max pour le trail, la course à pied, etc., c'est le plus bénéfique. Et ça, on sait que ça marche, ça a été prouvé. Euh, je fais une autre distinction avant d'arriver sur le troisième point à garder en tête quand on fait de l'entraînement croisé, même si pour moi, je suis convaincu que c'est bénéfique. Le deuxième point à garder en tête, c'est savoir si on parle d'entraînement croisé ou d'entraînement en parallèle. Et ça, je tiens vraiment ce terme de Germain Granger. Je veux lui rendre ce qui appartient, rendre à Germain ce qui appartient à Germain. En fait, c'est vrai il faut y penser. Est-ce que c'est un entraînement où tu fais 100% une pratique pendant une saison et 100% une autre pratique pendant une saison? Par exemple, comme Germain, comme François Daen, etc. François, Germain, ils courent pas une minute pendant l'hiver. Et après, ils font que courir. Donc ça, c'est plutôt un entraînement parallèle, j'ai envie de dire. Et l'entraînement croisé, ce serait vraiment dans une semaine, dans un cycle, comme je disais, mélangé. C'est-à-dire qu'au lieu d'une sortie en base aérobie, un footing d'une heure, bah, tu vas faire 1 heure et demie de vélo, par exemple. Donc pour moi, il faut garder ça en tête. La raison, donc deux choses au final pour savoir est-ce que tu as envie de faire du croisé. Moi, je pense que c'est bénéfique. Moi, je pense que c'est bénéfique, surtout dans les sports à impact. Surtout, là, je dis ça au doigt mouillé. Il n'y a pas d'études qui le prouvent. Il y a quelques études qui ont été menées dans l'ultra trail qui ont montré que les finishers qui avaient un meilleur temps étaient également ceux qui avaient passé le plus de temps à vélo, en plus de la course à pied, ou qui avaient la plus grosse proportion de temps total d'entraînement passé à vélo. C'était un truc dans le genre. Alors ça restait pas énorme, hein, c'était 15% versus 5%, tu vois. Mais il y avait quand même une différence là-dessus. Et pour moi, en fait, ce qu'il faut juste garder en tête, c'est quand est-ce qu'on croise. Parce qu'en fait, il y a quand même un autre principe de l'entraînement dont on n'a pas parlé jusqu'ici qui est super important, c'est la spécificité. Par exemple, quand on reprend les macrocycles, les cycles, etc., il faut dans votre planification que ce soit de plus en plus spécifique à votre pratique. Par exemple, si vous préparez l'UTMB et que vous attaquez un cycle de VMA à plat en 30-30 un mois avant, le principe de spécificité, il est raté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de séance de VMA un mois avant l'UTMB. Ça peut être très bien en piqûre de rappel pour rappeler au corps qu'il peut aller à des intensités maximales. Mais juste, c'est pas censé être une dominante. Et donc pour moi, si donc avec ce principe de spécificité en tête, en se rapprochant de l'échéance, il faut quand même maximiser, je pense, le temps passé dans le moyen de locomotion qu'on va utiliser le plus, le mode de locomotion qu'on va utiliser le plus pendant la course. Donc par exemple, si c'est un trail, il vaut mieux légèrement délaisser le vélo. Je pense à cet exemple, délaisser le cyclisme la semaine et les semaines qui sont vraiment proches, par exemple à 6-8 semaines d'une échéance, vraiment diminuer au profit de plus de courses à pied. Ça ne veut pas dire complètement enlever, hein. Moi, je suis vraiment dans l'équilibre, jamais rien arrêter, toujours un peu jouer entre des dominantes et des mineurs, plutôt que complètement couper, plutôt que pardon, que complètement continuer en croisée. Donc voilà, pour moi c'est ça qui est important, juste garder en tête ça. Et pareil, par exemple, reprendre beaucoup plus de croisés après l'échéance, parce que ça permet par exemple, le vélo, ça va permettre de reprendre avec beaucoup moins de sollicitations enfin avec moins de sollicitations que le trail. Ok, très Ou que le bien. marathon, Ouais, hein. très clair. Parce qu'en fait, on pense au trail pour les courbatures, mais quand tu termines un marathon, généralement, tu as des courbatures conséquentes. Et je pense que n'importe quel marathonien qui a fait un marathon au max, là, je crois que c'est ton cas, Léo, je pense que tu as plus envie d'aller faire un tour en vélo que d'aller refaire un tour à pied là de suite. Ouais, tout de suite, ouais. Je te confirme. Je te confirme. Je passe aux dernières petites questions que j'avais notées, Cyril, comme Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose sur le croisé? Euh, vas-y.
la dernière chose que je voulais rajouter sur le croisé et que j'ai oublié de dire, c'est que pour moi, il y a juste certains sports qui se complètent mieux que d'autres. Et pour moi, en fait, il y a juste un sport en endurance qui est un peu un outlier et je sais pas trop à quel point il peut vraiment avoir des bénéfices sur les autres, c'est la natation. Parce qu'en fait, les propriétés sont telles. Alors, ok, au niveau du cardio, ça bosse. Ça, c'est si on prend vraiment juste d'un point de vue physio, le cardio bosse. Mais la performance en endurance et les programmes d'endurance, c'est pas que du cardio. Il y a aussi la locomotion, l'économie de course, par exemple, c'est déterminant dans les courses. Et du coup, le fait d'être complètement allongé, porté, avec des mouvements qui sont super différents, je pense que c'est pas le sport croisé le plus intéressant. Par contre, par exemple, quand tu regardes vélo, cyclisme et course à pied, il y a beaucoup plus de points communs au niveau de ce qui se passe au niveau musculaire que, euh, que avec la natation. Donc peut-être que la natation, dans un cycle très très général, par exemple très loin, tu veux mettre de la natation parce que par exemple, imagine, tu es en train de te mettre 3 séances d'un par semaine, tu te dis que tu as sorti ou tes footings, tu n'as pas envie de les faire, tu vas plutôt aller nager. Pourquoi pas? En tout cas, pas tous, mais pourquoi pas une séance natation à la place? Mais c'est peut-être un sport un peu bizarre dans les sports d'endurance. On peut peut-être aussi concevoir la natation comme tu vois, une séance de renfo, ce genre de choses, parce que tu vois, tu bosses aussi le haut du corps, Ouais, un peu le nage, contrôle du tronc, etc. ouais, Je pourquoi pense pas? que c'est aussi, voilà, l'intérêt est aussi là. Au-delà de, oui, tu bosses moins les jambes, c'est sûr, si t'es coureur, si t'es trailer ou voilà, que tu es en prépa d'un objectif sur ces disciplines-là. Mais je pense que ça a de l'intérêt. Après, la science le prouvera peut-être, mais voilà, que ça a de l'intérêt de nager et de se renforcer à ce niveau-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et au niveau des indicateurs de suivi, toi, quels sont les indicateurs que tu utilises du coup pour la planification d'entraînement? Je sais qu'il y a deux écoles, on va dire, ceux qui travaillent plutôt sur la VMA et ceux qui utilisent plutôt le cardio, la FC Max. Je vais déplaire à plein de gens qui risquent de réécouter ça. Moi, j'aime pas la VMA et j'aime pas la PMA. Pour moi, c'est des indicateurs qui ont pas beaucoup de sens. J'explique pourquoi. Déjà, la VMA, c'est pas si valide que ce qu'on peut croire, en fait, comme indicateur physio. C'est-à-dire que, en fait, ça vient du principe, c'est ce qu'on appelle la composante rapide de VO2 max. C'est-à-dire que c'est un moyen, c'est le moyen le plus rapide d'atteindre VO2 max. Donc, globalement, en gros, c'est 5-6 minutes à une certaine intensité et tu arrives jusqu'à VO2 max. Déjà, 5-6 minutes, sur 6 minutes, on parle de 6 minutes ou de 5 minutes, ça fait déjà une énorme différence, en fait, sur une fenêtre. Qui va à 6 minutes, tu dis c'est 5 ou 6 minutes, en termes de pourcentage de différence que ça représente, c'est énorme, donc c'est pas si précis. Ensuite, y a pas que, on sait qu'il n'y a pas que VMA qui compte. Il y a également le temps que tu peux maintenir VMA. Et là, il y a des grosses différences. VMA, tu as plusieurs moyens de le mesurer. Et ils sont pas tous d'accord. Sauf que comme VMA, c'est pas très fiable comme concept, bah déjà, tu as des discussions sur le concept lui-même et des discussions sur la mesure elle-même. C'est un bordel pas possible. VMA, si tu travailles en pourcentage de VMA avec un vent de face, bah, tu vas avoir l'impression que tu rames complet, alors qu'en fait, tu es très bien en termes d'intensité, c'est juste que les conditions font que ça va pas, t'as pas les mêmes chaussures, le terrain est pas glissant, tu as une légère pente de 0,5% parce que tu es dehors. Bref, pour moi, en fait, il y a tellement de choses qui font varier VMA, par exemple, ou PMA. Alors, PMA, c'est encore pire. Enfin, en vélo, ça va, PMA. PMA à pied, c'est une catastrophe que pour moi, je suis pas très fan de l'indicateur pendant l'entraînement de VMA. Pour moi, il y a deux indicateurs qui sont vraiment clés dans l'entraînement et qui sont ceux que j'essaie d'éduquer mes athlètes à utiliser. C'est le cardio, donc la fréquence cardiaque. Pour moi, la base d'un entraînement sérieux, c'est n'importe quelle montre, pas très chère, mais un cardio-fréquence-mètre qui va avec ceinture pour avoir une vraie mesure de la fréquence cardiaque. Les cardio-poignées, on sait que ça marche pas. La photoplétismographie, c'est le terme technique. Je le balance parce que je le connais. Ça marche pas très bien. Donc voilà, un capteur de fréquence cardiaque, c'est le plus important. Ça permet de vraiment suivre les choses et la sensation. Il y a plein de personnes qui dénigrent la sensation qu'on ressent. Donc, par exemple, sur une échelle de Borg, sur une échelle qui va enfin, je me souviens plus de la borne basse, je crois que c'est de 6 à 20 ou de 1 à 10, c'est pareil. À quel point est-ce que c'est difficile? À quel point est-ce que je me sens fatigué après une séance? Bref, toutes ces sensations. J'interviewais il y a quelques temps, j'ai oublié son nom, Gros, Gros Pierre, quelque chose comme ça. Alain.
Non, j'ai oublié son nom. Je sais que c'est Alain, mais j'ai oublié son nom de famille. Bref, Gros-Lambert, Alain Gros-Lambert, qui travaille beaucoup sur la sensation. Et il disait que dans les sports d'endurance et même les sports de force, mais lui, il est plutôt spécialiste des sports d'endurance, il disait que c'est souvent dénigré, la sensation, alors qu'en fait, c'est le seul indicateur qu'on a, une fois qu'on l'a travaillé, une fois qu'on a pris un peu l'habitude de qu'est-ce que c'est que mes sensations quand je cours, parce que ça s'éduque, ça prend pas 2 secondes. C'est le seul indicateur qu'on possède qui combine simultanément autant de sources d'informations. Cardio élevé, difficulté au niveau musculaire, fatigue, par exemple stock de glycogène bas ou élevé. Il y a des corrélations qui sont quasiment parfaites entre stock de glycogène et fatigue. Enfin bref, c'est le seul indicateur, la sensation, est-ce que c'est facile ou pas, qui combine autant de sources d'informations différentes que nous, en tant qu'humains, si on voulait utiliser des outils extérieurs, on serait incapable de créer des algorithmes qui combinent autant de sources d'infos. Et on a la sensation, et pourtant on la dénigre. Et moi, je pense que c'est vraiment les deux indicateurs les plus intéressants à utiliser. Fréquence cardiaque, sensation. Ouais, ça rejoint ce que tu disais sur la VMA aussi, et moi je trouve que c'est une des limites de la VMA, c'est qu'elle ne prend pas forcément en compte aussi notre état de forme, notre état de fatigue. On parlait tout à l'heure d'une journée de travail plus fatigante ou voilà, quelque chose qui nous prend un peu la tête. Il y a des fois tout simplement on n'est pas en mesure d'atteindre 100% de notre VMA, celle qui a été mesurée le jour où les conditions étaient Ouais, parfaites et qui étaient donc créatrices de ce jour-là. Euh, et en effet, finalement, voilà, la prise en compte du ressenti et comme le dit Johan, des aspects mentaux, ouais, c'est le plus intéressant. ouais. Ouais, Et puis, le travail avec la VMA, ça donne l'impression que c'est établi quelque part, que c'est prouvé que je sais pas, à 92% de VMA, il se passe ça physiologiquement, et c'est ça l'adaptation. Alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça. C'est des espèces de grosses fenêtres dans lesquelles tu as des adaptations, et globalement, tu es à 95% de VMA ou 92%, il se passe globalement les mêmes choses, exactement pareil comme si tu es à 90% de ta fréquence cardiaque maximale ou 92% ou 87%, globalement, tu as les mêmes adaptations. Donc moi souvent j'essaie de dire à mes athlètes globalement il y a 3 sensations à développer. C'est facile, c'est difficile mais je peux tenir. C'est difficile mais je peux pas tenir longtemps, je vais bientôt m'arrêter. Globalement c'est les 3 zones. Essayez de développer ces sensations et de les corréler à la fréquence cardiaque pour petit à petit les ajuster. Parce que si tu te dis là c'est facile mais qu'en fait tu es à 160 BPM, il y a plein de gens pour qui en fait 160 BPM c'est pas une zone où c'est facile. Donc essayez d'affiner ces sensations avec des réalités d'autres indicateurs. Et pour moi, travailler avec celle-ci, et tu as des travaux qui sont publiés sur des entraînements basés 100% sur les sensations, et les mecs, ils ont mais parfaitement progressé, il n'y a aucun souci. Quoi. Même il y a des travaux où les gens ont plus progressé en adaptant les séances aux sensations qu'en les adaptant à la HRV. Donc voilà, je prône vraiment le travail à la FC et à la sensation. tu peux repréciser ce que c'est que la HRV, peut-être? Ouais, pardon, heart rate variability, variabilité de la fréquence cardiaque. C'est l'écart entre deux battements de cœur, c'est Alors ça? en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. La variabilité de la fréquence cardiaque, c'est à quel point est-ce que ton cœur est variable, a des variations, et pour estimer à quel point est-ce que ton cœur est variable, tu as plein d'outils, tu as plein de mesures. Une des mesures les plus connues, c'est l'intervalle RR en millisecondes. Enfin, c'est pas exactement l'intervalle RR, mais je veux simplifier. C'est l'intervalle RR, c'est à quel point les millisecondes qui séparent 2 battements cardiaques, tout le monde a déjà vu un électrocardio, tu sais, ça pas des pics, c'est à quel point cet intervalle-là, sur des intervalles successifs, à quel point est-ce que c'est régulier ou pas. En gros, c'est quoi l'écart moyen. Ok. Mais en fait, ça, c'en est qu'un seul que la montre te donne, par exemple quand tu dors, parce que la montre, c'est tout pourri comme mesure pour la HRV, et ça peut pas faire mieux que ça. Mais en fait, quand tu fais une vraie mesure HRV, moi je le fais avec certains athlètes, c'est très rare parce que en réalité, ça prend beaucoup de temps de faire une vraie mesure HRV si tu veux bien l'utiliser. Ça prend du temps, ça prend plusieurs semaines avant de pouvoir l'interpréter. Tu as ces millisecondes-là, mais tu as également des analyses de spectre avec des fréquences qui représentent un peu des puissances, qui sont censées représenter l'activité sympathique et parasympathique. Bref, il y a vraiment plein de mesures qui existent. Et c'est pas juste cet intervalle de temps qui, en plus, lui, est pas le plus fou de toutes les mesures qu'on peut avoir avec la VSC. Et c'est révélateur d'un état de forme, en fait, la HRV. Alors voilà, C'est ce que la grosse tendance qui serait à dire, c'est si tu as un cœur variable, si tu as des variations tu as beaucoup de variations, ça veut dire que ton cœur répond bien aux deux
sources qui vont le stimuler ou pas, le système sympathique et parasympathique, la pédale d'accélérateur et la pédale de frein, qui bossent tout le temps en synergie. Si tu as beaucoup de variations, ça veut dire que quand tu as une petite accélération, ton cœur accélère, t'as un petit freinage, ton cœur décélère, et bref, en gros, il réagit. Et quand tu perds en variation par rapport à toi-même, c'est ça qui est important à noter, la HRV, ça a un sens que par rapport à soi-même, et ben alors ça veut dire que globalement, ton cœur réagit moins bien à ces deux systèmes, et donc potentiellement, ça peut représenter une méforme. Ok, ok, Mais ça peut très bien. représenter plein de choses. Si je te mets dans un bain glacé, ça représentera autre chose. Si je te fais faire une tâche sur ordinateur avec certaines images, ça va représenter autre chose. Donc en fait, c'est super variable entre plein de trucs. La VFC, il faut que ce soit ultra standardisé comme mesure. D'où la Voilà, ouais, voilà, c'est pas un outil si facile que ça. J'ai fait un épisode là-dessus et en fait, on se rend compte que on peut le faire. N'importe qui ici peut faire des mesures de VFC. Il faut juste prendre une petite heure pour se former un petit peu aux indicateurs qu'on veut suivre et faire le protocole bien pendant quelques semaines. ouais. Ok. Je termine par une dernière question. Euh, c'est Walid qui demande le thème du live, c'est l'entraînement, Walid, le thème du live. J'ai pas les questions, moi, malheureusement. Il sera disponible en replay. J'ai une dernière question avant de conclure qui nous avait été posée par une personne qui s'était inscrite euh, au live sur le site Les Endurants, qui nous avait demandé comment finalement le cycle menstruel influençait euh, l'entraînement en sport d'endurance et quels ajustements une sportive pouvait-elle envisager pour continuer à s'entraîner et optimiser ses performances et voilà, si elle est en préparation d'objectifs, qu'elle puisse continuer à s'entraîner de manière finalement habituelle et que ça puisse s'intégrer dans son cycle d'entraînement classique. Ouais. Alors, je vais te donner la réponse scientifique, c'est-à-dire pas la réponse de certains développements marketing ces dernières années. Et je suis assez à l'aise avec ce terme-là, mais en fait, c'est un peu un argument marketing de certaines plateformes d'entraînement qui ont été développées là récemment. Il n'y a aucune raison, a priori, de modifier l'entraînement pour une femme en fonction de ses cycles menstruels. Il n'y a aucune raison. Les études elles montrent que t'as pas de risque de blessure élevé, t'as pas de risque de surentraînement plus élevé, t'as pas de risque de moins bon gain de performance. Donc par défaut, vraiment par défaut, quand tu connais pas la personne, il n'y a rien à adapter, il n'y a rien à changer. Donc par exemple, quand tu vois un programme d'entraînement ou je sais pas une application d'entraînement qui par défaut te demande tes cycles menstruels pour réduire la charge sur ces derniers, moi, je sais que ça, c'est plutôt à mettre de côté. La vraie question à se poser, c'est, en plus de ça, tu as tellement de différences interindividuelles entre les femmes, tu as plusieurs profils qui existent d'après la littérature. Tu aurais plusieurs profils. Les personnes qui ont des symptômes, par exemple, plutôt de fatigue ou de douleur en prémenstruel, des personnes qui ont plutôt des symptômes de douleur et de fatigue pendant les cycles, des personnes qui ont des symptômes et de douleur après ou de la méforme après, qu'en fait, par défaut, tu peux pas savoir ton athlète dans quel cas il est. Moi, j'ai envie de dire, la meilleure chose à faire, en fait, dans ce cas-là, c'est demander à la personne. C'est ce que je fais quand j'entraîne une femme. Je lui dis, est-ce que tu as besoin, est-ce que toi, dans ta carrière, dans les entraînements que tu as fait au préalable, est-ce que tu as ressenti que tu étais plus fatigué, que les séances passaient mal, qu'il y avait des problèmes avant, pendant, après tes règles ou pas? Et pour l'instant, 99% du temps, elles m'ont répondu non. Je vois pas de différence. Et puis, au pire des cas, si je suis fatigué, je te le dis, mais que ce soit de la fatigue à cause du cycle menstruel une fois. En plus de ça, les cycles ne se ressemblent pas. On a l'impression que les cycles, comme ça s'appelle les cycles, tous les mois, tu as exactement les mêmes symptômes, de la même ampleur, alors que tu as des cycles forts, des cycles pas forts. Enfin bref. Du coup, moi, la question, c'est juste s'écouter, mais que ce soit un homme ou une femme, en fait, c'est la même règle que d'habitude. S'écouter. Est-ce que je suis fatigué? Si je le suis, bah, est-ce que je décale la séance? Est-ce que je la saute? Est-ce que je la réduis? C'est des questions à se poser pour tout le monde. Mais par défaut, il n'y a pas de modification à faire en fonction des cycles, des cycles. Ok, ok, très bien, très clair. Eh ben, écoute, merci pour ces réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser encore 5 petites minutes pour répondre. Juste avant de conclure, moi de mon côté, je l'avais indiqué dans le teasing de ces lives où j'avais une surprise de la part des endurants. On va faire gagner un t-shirt technique d'une valeur de 40 € qui a été
fait par Benoît du Club InSport à Pont-à-Mousson qui soutient depuis le début le lancement de l'agence. On fait gagner hop, ce t-shirt de valeur de 40 euros. On va publier une story Instagram avec une question, il faudra y répondre et puis il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Est-ce que je peux participer? Pardon? Je peux participer ou pas? Moi je concours donc je participe au moins. N'hésite pas, hein, vas-y. Je veux le voir avec le t-shirt rouge sur tes prochains lives. Allez. Ouais, pas l'air d'avoir de questions en particulier. Merci, c'est super intéressant. Parfait, tant mieux. Moi non plus de mon côté, moi non plus de mon côté, pas de questions. j'ai pas de questions. Donc, ouais, bon, si vous en avez, posez-les, mais sinon, je te laisse gérer. Ah bah, écoute, je vais conclure et puis on pourra y répondre. De toute façon, le live sera dispo en replay, donc n'hésitez pas même à commenter, poser vos questions si vous le regardez un peu après ou vous reposez sur les explications de Cyril. On prendra le temps de regarder tout ça et d'y répondre. N'hésitez pas à nous suivre réciproquement, courir mieux et les endurants. Et puis, comme on le disait, on organise un stage tous les deux en mai avec Clément aussi, qui est accompagnateur en moyenne montagne, trail et nutrition. C'est dans le Vercors, avec un plan nutritionnel aux petits oignons que vous apprenez à construire durant le séjour. Euh, il y a le lien sur le site Les Endurants. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le live sur la nutrition. C'est mercredi à 19h et c'est au même endroit. Ouais. Merci Cyril. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour la partie nutrition. Et si vous avez des questions d'ici là, préparez-les, on y répond. J'y répondrai, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Yes. Merci beaucoup. À plus. À plus. Ciao, bonne soirée à tout le monde. Salut. Bonne soirée à tous.